violences faites aux femmes, c'est pas uniquement des violences physiques ou des violences sexuelles. C'est pas normal qu'à 13 ans ou à 14 ans, parce qu'on a un compte sur TikTok, son petit copain demande à avoir les mots de passe. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Marie-Pierre Bourgeois, je suis journaliste politique à bfmtv.com. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. On reçoit aujourd'hui Aurore Bergé. Aurore Bergé, bonjour. Bonjour. Aurore Bergé, vous êtes ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Emmanuel Macron avait fait de la lutte contre les violences conjugales et les violences sexuelles l'une des grandes causes de ses quinquennats. Est-ce qu'il a tenu ses promesses? On va en parler ensemble ce mardi 25 novembre à l'occasion de la journée mondiale de l'élimination des violences faites aux femmes. Aurore Bergé, je voudrais d'abord commencer avec 2 chiffres. Oui. Aujourd'hui, en France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Et une femme subit un viol ou une tentative de viol, en moyenne toutes les 5 minutes. Est-ce que vous avez l'impression, après 8 ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée, que le bilan sur le sujet est bon ? C'est une forme peut-être de grand paradoxe, c'est-à-dire qu'on a des moyens qui se sont considérablement accrus, des moyens de formation. Formation des policiers, des gendarmes, ils sont près de 200 000 à avoir été formés, formation des magistrats, outils qui sont mis en place de protection des femmes comme les bracelets anti-rapprochement par exemple, outils aussi sur la question de l'information aux victimes et aux témoins, le 3919, je rappelle qu'il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de manière anonyme, y compris maintenant même qu'on a développé dans des langues régionales, par exemple pour l'outre-mer. Bref, donc tout ça, ça a considérablement progressé, mais c'est comme si on n'avait pas réussi à faire une révolution dans la société même sur ce que sont les violences. Alors j'essaie de comprendre. Je pense que c'est des violences qui sont tellement insupportables qu'on essaie de les mettre à distance en se disant toujours qu'on n'est pas concerné, que ça ne peut pas arriver chez nous. On a encore un peu des images types, un profil type de l'agresseur et de la victime. Quand on prend ce qui s'est passé jeudi dernier, on a 4 femmes qui sont assassinées dans la même journée. Elles n'ont pas le même âge. Jeudi dernier, pour la première fois depuis qu'il y a un décompte des féminicides, 4 femmes en France ont été tuées sous le coup de leurs compagnons, de leurs anciens compagnons. Exactement, mais c'est leur seul dénominateur commun. Avoir été des femmes qui, à un moment, ont décidé de se séparer de leurs compagnons ou ex-compagnons. Et d'hommes qui n'ont donc pas supporté qu'elles leur disent « je te quitte ». Mais elles n'ont pas le même âge, elles ne font pas les mêmes métiers, elles ne sont pas des mêmes milieux sociaux, elles ne sont pas des mêmes territoires. Donc il n'y a pas de profil type, ni des victimes, ni des auteurs, là où souvent on a encore une image très stéréotypée de où se produisent les violences. Et donc je pense que ça peut-être que ça nous conduit à avoir une espèce de recul qui fait qu'à un moment, on n'a pas réussi à engager un mouvement de l'ensemble de la société sur ce que sont les violences, comment on les détecte, comment on les prévient, comment on les repère, comment on les signale, comment on se protège. On va revenir vers tout ça. En effet, sur le profil type, on se rend compte que ça traverse toutes les classes sociales, tous les âges, tous les départements. Moi, je voudrais d'abord qu'on commence sur la question de la police, qui est souvent la porte d'entrée pour les femmes victimes de violences conjugales. Je vous propose un petit exercice, Aurore Bergé. Je vous propose de lire des propos qui ont été rapportés par la militante féministe Anna Toumazov, tout à fait, et qui auraient été tenus dans un commissariat lors de personnes, de femmes qui venaient déposer plainte pour viol. Je vous propose de lire ces phrases. Donc, je cite, « On demande aux victimes de viol si elles ont joui, on refuse de recevoir les victimes de viol en raison de leur tenue, on les recale malgré leur visage tuméfié en leur riant au nez. » Deuxième citation, « La seule réponse donnée aux victimes de violences conjugales est qu'elles l'ont bien cherché, qu'on ne gâche pas des vies en portant plainte juste pour ça. On explique texto aux victimes de viol que porter plainte n'a aucune espèce d'utilité. » Alors, malheureusement, je ne doute pas de la véracité de ces propos. Je précise qu'ils ont été tenus en 2021, soit 1 an après l'obligation de former les jeunes policiers en école à une meilleure prise en charge des plaintes pour viol. Ça veut donc dire qu'il y a encore 3 ans, il y a des policiers qui tenaient ces propos à des dames qui venaient porter plainte pour viol. Peut-être, si on est totalement lucide, que certaines ont eu à vivre ça plus récemment. Parce que malheureusement, c'est aussi de la nature humaine et donc ça montre la nécessité de formation constante sur ces sujets. Quand vous prenez la première phrase, qui est la question des violences sexuelles, pourquoi on change la loi sur la question du non-consentement et du rapport au consentement qu'on a sur le viol ou les agressions sexuelles? À la fois parce que ça va permettre de mieux sanctionner les auteurs, c'est ce que les magistrats nous disaient, mais parce que ça va interdire ça. La question, c'est pas ce que la victime voulait ou pas. La question, c'est l'auteur, et uniquement de se focaliser sur l'auteur, que ce soit au moment du dépôt de plainte ou que ce soit ensuite dans le traitement judiciaire. Parce que ces phrases-là, vous les retrouvez aussi au tribunal. Au tribunal, pourquoi aujourd'hui on a tant de victimes qui renoncent à porter plainte ou qui, en cours de parcours judiciaire, en viennent à se désister?
parce qu'elle continue à entendre ça de forme de victimisation secondaire. Donc, changer la loi, c'est aussi interdire ça. On a, pour être précise, on a voté un changement de loi pour changer la définition pénale du viol qui était très précise. Et maintenant, il va falloir prouver que la victime avait bien consenti à un rapport sexuel. On a défini ce qu'était le consentement. Le fait que le consentement doit être libre, éclairé, révocable. Qu'en clair, ne pas dire oui. Ne pas dire non, ça ne veut pas dire oui. Et ça, c'est extrêmement important de replacer des bornes aussi. Des bornes aussi sur ce que sont les violences. Je rebondis quand même sur la question de la police. C'était quand même l'un des grands engagements du Grenelle contre les violences conjugales en 2019. Les policiers étaient censés en tout cas être formés à une meilleure prise en charge au dépôt de plainte. Il faut savoir que depuis le 1er janvier, il n'y a plus de crédit de l'État pour former les policiers au dépôt de plainte. Les policiers et les gendarmes sont formés évidemment par l'État en formation initiale et en formation continue. On a aujourd'hui, je vous disais, près de 200 000 forces de l'ordre qui ont été formées. Ils continuent à être formés en continu, ce qui est évidemment absolument nécessaire, à la fois parce que le droit évolue. Quand on fait entrer la notion de non-consentement dans le code pénal, il faut évidemment être formé pour pouvoir prendre le dépôt de plainte. Quand demain, ce que j'espère, la notion de contrôle coercitif sera dans le droit, il faudra aussi être formé à ça sur la manière avec laquelle on appréhende les choses. Je prends quand même l'exemple de l'Île-de-France. En Île-de-France, il y a un centre qui s'appelle le centre Hubertine-Auclair, qui est censé former les policiers à la prise en charge des dépôts de plainte. Cette association ne reçoit plus, depuis le 1er janvier, aucun crédit de l'État. Si des formations continuent aujourd'hui, c'est parce que c'est la région Île-de-France qui les finance. Il n'y a pas un euro de l'État qui manque sur la question des formations policiers et gendarmes. Pas du tout ce que disent les associations en charge de lutte contre les violences. Moi, vous savez, l'avantage, c'est que mon budget, il est public, il est transparent, il est voté chaque année par l'Assemblée nationale et le Sénat, il est contrôlé chaque année. Donc quand je dis que depuis 2017, les moyens de mon ministère ont triplé, c'est parce que les moyens de mon ministère ont triplé. Pas parce que ça me fait plaisir de le dire, mais parce que c'est vrai. Alors on peut considérer qu'il faudrait encore plus de moyens, et peut-être qu'il faudra encore plus de moyens. Sur la question des moyens. En tout cas, c'est une vérité. Et on peut même faire du ligne à ligne budgétaire sur chacune des associations. Et en plus, on essaie, nous, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est qu'on ait maintenant des financements pluriannuels, que les associations n'aient pas chaque année à refaire des dossiers, etc. Donc, il y a ce que les collectivités locales font, il y a celles qui font plus, il y a celles parfois qui font moins et qui se rétractent de politiques sur les questions d'égalité et de lutte contre les violences. Et il y a ce que fait l'État. L'État ne s'est pas désengagé, il n'y a pas un euro en moins. Je précise il y a même un euro ce n'est pas du tout ce que disent les associations. J'entends ce que vous avancez. En fait, moi, je n'ai pas de doute sur ce que je vous dis, tout simplement parce que moi, tout est public. Tout est public parce que tout est donné publiquement aux parlementaires, à l'Assemblée et au Sénat. Ils savent exactement quelles sont les associations qu'on finance. On rentrera un petit peu après dans le détail. Il y a quand même plusieurs lignes qui ont baissé, mais on en reparlera après. Je vous propose qu'on parle de cas de Chahinez. Chahinez, elle est morte en 2021 à cause de son ex-compagnon à Mérignac. L'histoire, elle est assez complexe. Je voudrais vous la résumer en quelques mots. L'ex-mari de Chahinez, il a fait de la prison pour des faits de violence à son encontre. En prison, il va l'appeler à plusieurs reprises pour la menacer de mort, alors qu'il est censé, sur le papier, ne pas la contacter. Quand il va sortir de prison, il va la menacer à nouveau. Elle va déposer plainte. Quelques semaines plus tard, malheureusement, il va lui tirer dessus et l'immoler par le feu. Ce monsieur, il a été condamné à de la prison à perpétuité en mars 2025. Je précise qu'il a depuis fait appel. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un homme qui a essayé de sauver Chahinez pendant qu'elle était malheureusement en train de prendre feu. Quand le portail s'est ouvert, j'ai vu la femme, la tête dans le caniveau et allongée sur le trottoir, et le gars qui lui déversait le bidon. J'ai hurlé, je lui ai dit d'arrêter, j'ai dit mais qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous faites ça? Mais il n'y en avait rien à faire. Il s'est baissé, puis il a allumé avec son briquet. Et quand je suis arrivé dessus, il m'a braqué avec un pistolet. La femme, elle hurlait à côté parce il y avait des flammes comme ça, 1 mètre. Il a ramassé sa carabine qui était au sol. Il s'est mis la carabine sous le coude. Il a rechargé. Et puis il m'a regardé, mais visage vide. Et puis il est parti en petite foulée, tranquille. Moi, j'ai foncé tout de suite dans le garage prendre des couvertures. Puis je suis ressorti avec pour essayer de faire ce que je pouvais. Le médecin du centre médical, lui, il arrivait aussi en courant. On a essayé d'éteindre, mais vu ce qu'il avait mis comme produit, on éteignait d'un côté, c'est reparti aussi sec de l'autre. Si vous voulez, moi, ce que j'ai en tête, c'est cette dame, elle n'est pas morte tout de suite. Elle implorait du regard, on voyait ses lèvres qui essayaient de dire quelque chose, et puis vous êtes là comme un idiot. Ce témoignage, il est assez terrible, assez poignant à écouter. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on entend dans la voix de ce monsieur qu'il a tout fait pour sauver Chahinez, alors que la police et la justice
dont le travail ont été pointés pour leur défaillance. Ça, c'est 2 rapports de l'administration qui l'avancent. La première question que j'ai, d'abord, c'est que Chahinez, elle aurait pu bénéficier d'un bracelet anti-rapprochement. Vous savez, le bracelet anti-rapprochement, ça ressemble un petit peu au bracelet électronique. C'est quelque chose qu'on peut mettre à un compagnon, un ancien compagnon violent, et ce bracelet est censé sonner si vous vous rapprochez de la femme victime. On ne l'avait pas proposé à Chahinez, ce bracelet. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de bracelets qui sont mis en place. Aujourd'hui, il y a 760 bracelets qui sont utilisés. Il y en a 3700 qui sont disponibles. Beaucoup d'associations disent qu'on pourrait équiper beaucoup plus largement les auteurs victimes de violences. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus ce dispositif, d'après vous ? C'est un dispositif juridique qui est en effet encadré pour garantir la protection de celles dont on sait qu'il y a une menace qui pèse sur elles. Et l'évaluation de la menace, normalement, doit conduire à avoir une forme de principe de précaution et donc délivrer, évidemment, ces bracelets anti-rapprochement. Il y a 2 cas. Parfois, il peut être posé sur la victime, parfois sur l'auteur. On privilégie évidemment de contraindre l'auteur plutôt que la victime et de confier à la victime un téléphone grave danger, mais je crois qu'on y reviendra. Après, oui. Donc, c'est des décisions juridiques. Moi, je ne peux pas dire a priori, il faudrait plus ou moins. Ce que je sais, c'est la disponibilité qu'il y a aujourd'hui et qui garantit qu'il y a des milliers encore de bracelets anti-rapprochement qui pourraient être déployés, et donc il y en a presque autant que nécessaire, puisque là aussi, les moyens ont été largement accrus pour garantir... avait été difficile au départ et ça a beaucoup progressé ces dernières années. Pour garantir aujourd'hui, en effet, sa diffusion, parce que je crois que c'est une mesure qui est une mesure nécessaire. Et je pense que c'est une mesure qu'on doit rapprocher de ce qu'on a fait sur la question de l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, pour que les femmes qui nous entendent, qui peut-être vivent la question des violences, le sachent, une ordonnance de protection, dès le dépôt de plainte, et sans l'assistance d'ailleurs d'un avocat, si elles n'en ont pas immédiatement, elles peuvent demander à bénéficier d'une ordonnance de protection, voire même ce qu'on a mis en place, une ordonnance immédiate de protection pour garantir justement leur là-dessus, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache exactement ce que c'est. Donc du coup, une ordonnance de protection, c'est quelque chose qui va être décidé par le juge des affaires familiales, qui oblige votre conjoint ou votre ancien conjoint à rester éloigné de vous. Maintenant, il y a l'obligation au bout de 6 jours que le juge des affaires familiales se prononce. Avant, c'était 42 jours, et ça, c'est une vraie avancée pour beaucoup d'associations. Sur l'ordonnance de protection immédiate. Voilà. Et c'est une protection immédiate, ça va être prononcé très rapidement, en 48 heures. En fait, on a changé toutes les règles de droit applicables, considérant qu'au regard de la gravité de la menace et des risques pour la victime potentielle, on ne pouvait pas attendre, en effet, des jours ou des semaines. Des jours ou des semaines, ça peut paraître rien en termes de procédure pour beaucoup de gens qui nous entendent et qui sont peut-être dans des procédures judiciaires sur bien d'autres sujets qui durent bien plus longtemps. Sauf que quand vous êtes sous la menace directe ou le risque de menace que vous pressentez sur vous, eh bien, il faut en effet qu'il y ait un principe de précaution qui s'applique. Et donc, il faut qu'il y ait beaucoup plus de célérité sur la manière avec laquelle les ordonnances de protection sont délivrées. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs cas. Une ordonnance de protection, j'allais dire plus classique, avec déjà des délais, comme vous l'avez dit, qui ont été largement raccourcis, et même une ordonnance de protection immédiate pour garantir qu'on n'attende pas en fait l'enquête préliminaire, qu'on n'attende pas une décision de justice, mais que au cours justement du traitement judiciaire, on protège la femme victime de violence. Je reviens quand même un instant sur le bracelet anti-rapprochement. Dans le cadre des procédures civiles, qui sont le cas en fait le plus courant pour les violences conjugales, si vous voulez poser un bracelet anti-rapprochement, il faut le consentement de l'accusé. On imagine quand même mal un monsieur violent accepter qu'on lui mette un bracelet anti-rapprochement. D'où la question, encore une fois, de l'ordonnance de protection, parce que l'ordonnance de protection, elle va définir un périmètre dans lequel la personne présumée violente, parce que parfois il y a des faits de violence avérés, et parfois c'est une femme qui se dit être en danger, je ne doute pas de sa parole, mais je distingue juste les situations d'un point de vue juridique. Il n'y a pas forcément eu d'éléments de preuve qui aient été immédiatement apportés. L'ordonnance de protection, elle garantit ça, elle permet ça, et elle permet la protection des personnes. Aujourd'hui, je trouve, dans les chiffres en tout cas, qui nous remontent département par département, tribunal par tribunal, que déjà c'est insuffisamment sollicité. Si c'est insuffisamment sollicité, c'est sans doute qu'il y a encore trop de personnes qui méconnaissent leurs droits et qui méconnaissent ce dispositif qui doit pouvoir être largement diffusé pour que les victimes s'en emparent. Vous parliez d'un autre dispositif tout à l'heure qui a beaucoup d'importance, qui est souvent salué par les associations, c'est les téléphones grave danger. Ça existe depuis 2014, mais c'est beaucoup plus utilisé aujourd'hui. Concrètement, le téléphone grave danger, c'est un téléphone avec une touche que vous pouvez utiliser quand votre compagnon, votre ancien compagnon s'approche de vous et que vous vous sentez menacé. En fait, concrètement, ça va joindre un service de téléassistance qui va lui-même demander l'intervention des forces de l'ordre. Ça sauve des vies
Tous les jours, j'ai en tête, il y a beaucoup de cas, mais je me rappelle en février 2024, d'une dame qui s'en était servie pour prévenir la police alors que son compagnon était devant chez elle avec une arme à feu. La première question que j'ai, c'est que ça fonctionne et c'est assez peu distribué finalement. Des associations disent qu'il n'y a qu'1% des victimes qui en sont équipées aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que ça coûte trop cher? La France avait mis 5 millions d'euros sur la table pour ce dispositif. L'Espagne, qui est souvent vue comme un modèle sur les violences conjugales, en a mis 15. Est-ce qu'on ne le fait pas assez parce que ça coûte trop cher comme dispositif? En fait, aujourd'hui, on a des téléphones grave danger qui ne sont pas actifs. Qui ne sont pas actifs parce qu'ils n'ont pas été encore attribués. Donc, ce qui veut dire qu'on a largement les moyens de faire mieux et de faire plus et qu'il y ait plus de femmes qui puissent être équipées de téléphones grave danger. On a aussi essayé de changer les choses sur la durée avec laquelle ces téléphones peuvent être octroyés. Parce qu'avant, c'était des durées assez limitées dans le temps. Aujourd'hui, il peut y avoir évidemment des renouvellements pour garantir que les femmes puissent en bénéficier plus longtemps dans le cadre d'une procédure judiciaire, en sortie de détention de la personne qui aura été condamnée, pour garantir aussi leur protection une fois que cette sortie a été effective. Donc il y a encore beaucoup de téléphones aujourd'hui qui ne sont pas activés. Là encore, il faut que ça devienne presque la norme de pouvoir avoir ce téléphone. C'est comme un bouton d'urgence, en fait, un téléphone grave danger. Vous devenez prioritaire sur tous les autres appels pour garantir qu'immédiatement, commissariat ou gendarmerie le plus proche de chez vous puisse intervenir. Et en effet, ça ne garantit pas quoi qu'il arrive, évidemment, parce que personne ne peut garantir que quoi qu'il arrive, celui qui est déterminé à tuer ne passera pas à l'acte. Personne ne peut sincèrement venir devant vous et dire ça, mais c'est un dispositif dont on sait, vous l'avez dit, qu'il sauve des vies et qui en a fait la démonstration de manière régulière parce que c'est extrêmement facile à activer, parce que c'est immédiat, parce que vous êtes prioritaire sur les autres appels et puisque ça va aller aussi vers des policiers et des gendarmes bien informés de ces sujets-là. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, par rapport à nos forces de l'ordre, ça dépend des territoires et des départements, mais 30 à 40% des interventions de nos policiers et de nos gendarmes, 30 à 40% sont sur des cas de violence intrafamiliale. Leurs interventions, quand ils vont à domicile, dans un cas sur 3. Donc intrafamilial, c'est vraiment dans le cercle familial. Cercle familial, que ce soit pour des femmes ou pour des enfants, c'est les violences intrafamiliales. C'est pareil sur le recueil du dépôt de plainte. 30 à 40% des dépôts de plainte enregistrés commissariat ou gendarmerie, c'est sur les violences intrafamiliales. Ce qui veut dire que la prise en compte sérieuse de la question des violences intrafamiliales, elle est aujourd'hui indiscutable. Ça ne veut pas dire que malheureusement, il n'y a pas parfois ici un propos absolument insupportable et qui doit donner lieu d'ailleurs à une enquête, et y compris une enquête interne, parce que ce sont des propos qui ne doivent plus être tenus et qui n'auraient jamais dû d'ailleurs être tenus bien avant que les lois évoluent. Mais ça veut dire qu'il faut quand même aussi dire ça sur nos forces de l'ordre et sur l'engagement. Et aussi le dire aux femmes qui nous écoutent sur la manière avec laquelle ensuite elles pourront être accueillies pour qu'elles ne soient pas dissuadées à l'idée de venir. Parce qu'au contraire, il faut qu'on leur dise, parce que c'est vrai que ça s'est profondément amélioré sur la manière avec laquelle elles vont être accueillis, recueillis, accompagnés, soutenus, y compris forces de l'ordre et les intervenants sociaux aussi qui sont maintenant gendarmerie et police. Vous le disiez, on ne peut pas garantir qu'il ne se passera jamais rien, y compris à des femmes qui sont prises en charge pour des phénomènes de violence conjugale. Je voudrais quand même qu'on revienne sur le cas d'Inès Messelem, début septembre. Inès Messelem, elle était dotée d'un téléphone grave danger. Elle s'en est servie à Poitiers. Elle a appuyé sur le bouton de son téléphone. Les forces de l'ordre sont intervenues. Son ancien compagnon a été arrêté. Il a été relâché quasiment 30 minutes plus tard. 2 jours plus tard, il est venu à son domicile. Il l'a poignardée. Elle est décédée. Je voudrais qu'on regarde ensemble le témoignage du frère d'Inès Messelem. Ma sœur se sentait très délaissée. Les policiers étaient froids, n'étaient pas vraiment accueillants, pas compatissants. Ils n'étaient pas empathiques avec elle, en fait. Même ma mère lui disait, mais du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et ma sœur, elle disait, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez qu'une dame qui a porté plainte à 5 reprises contre son ancien compagnon, son ancien compagnon va être détenu une trentaine de minutes par la police, qu'il soit relâché? Est-ce que vous dites qu'il n'y a pas quelque chose qui n'a pas fonctionné à ce moment-là? Oui, bien sûr. Je ne peux pas dire le contraire. Je ne peux pas dire le contraire alors qu'une femme a été assassinée. Ça suppose quoi? Ça suppose aussi de mieux être informé et mieux détecter et mieux comprendre ce que les violences veulent dire. Je pense qu'aujourd'hui, on a aussi une vision qui est très stéréotypée de ce que sont les violences. Et je le vois même du côté des victimes. C'est quoi pour vous les stéréotypes aujourd'hui? C'est-à-dire que moi, je rencontre des victimes qui disent, mais en fait, moi, je n'ai pas vraiment été victime, il ne m'a pas frappée.
et il m'a pas agressée sexuellement. Mais les violences faites aux femmes, c'est pas uniquement des violences physiques ou des violences sexuelles. Et d'ailleurs, aucune femme ne subit dans son couple, dès le premier jour ou la première semaine d'une relation, des violences physiques. Sinon, elle partira en courant. Les femmes sont pas complètement stupides. Si le premier jour, premier soir au restaurant, vous vous faisiez tabasser, c'est simple en fait. Tout s'arrêterait et tout s'arrêterait tout de suite. Les agresseurs sont malheureusement plus intelligents que ça et plus insidieux que ça. Donc ils mettent en place un système autour de leurs victimes, autour de leur proie en fait. Et c'est ça quand on parle de contrôle coercitif. Et c'est sans doute ce qui s'est passé aussi, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la gravité de ce que la victime est en train de vivre parce qu'on se dit mais en fait il ne l'a pas frappée, il ne l'a pas agressée. Ce n'est pas assez grave entre guillemets. En tout cas ça ne rentre pas dans le champ de la violence ou des violences. Sauf qu'il y a bien d'autres violences qui sont caractérisées, et on le voit sur un certain nombre d'affaires qui sont plus médiatisées que d'autres aujourd'hui. Et tant mieux si ça aide à faire prendre conscience de ce que ça veut dire, sur toutes ces interdictions supplémentaires qui se mettent en place autour des victimes et des femmes, l'interdiction de fréquentation des hommes, l'interdiction de pouvoir travailler, l'interdiction d'avoir un compte bancaire, l'interdiction de sortir, de se maquiller, de se vêtir comme on veut, etc. Tous ces signaux-là, ils ne sont pas à prendre à la légère. Toutes ces interdictions qui s'accumulent les unes aux autres, ça crée un climat qui est un climat d'emprise, pour dire un terme plus courant que contrôle coercitif. Et ensuite, une fois que cette emprise, elle est là, qu'elle est presque absolue, c'est là où d'autres types de violences peuvent naître, qui là sont des violences sexuelles et là aussi des violences physiques. Et donc, il faut dès le début savoir bien caractériser ce type de violence. C'est pour ça qu'on veut mettre dans la loi justement la question du contrôle coercitif, pour que chacun mesure... Parce que c'est un mot un petit peu compliqué, contrôle coercitif. Que chacun mesure ce que sont les violences, l'étendue des violences, l'éventail en fait de ce que sont les violences, pour soi-même se reconnaître en tant que victime potentielle dès les premiers signaux, pour soi-même s'identifier aussi en tant qu'auteur sur les risques qu'on fait encourir à la personne avec laquelle on est, pour que la société réagisse sur ici un voisin, ici un collègue, parce que c'est aussi nous qui sommes en capacité de détecter des situations qu'on devrait tous considérés comme étant anormales. Il y a cet outil qui peut être très utile, on le mettra probablement en lien sous la vidéo, c'est ce qu'on appelle le violentomètre. En fait, ça ressemble à une sorte de double décimètre et vous avez différentes échelles sur les violences. Ça peut commencer par le dénigrement et ça peut finir par la mort d'une femme. Et ça permet justement, par rapport à ce que vous disiez, de voir qu'il y a différentes gradations et qu'en effet, on n'est pas du jour au lendemain agressé par son époux. Ça ne veut pas dire que quand on est au stade 1, on va, et heureusement d'ailleurs, inévitablement arriver au dernier stade. Mais ça veut dire que dès le stade 1, il y a des choses anormales qui se mettent en place. Et ce qui, moi, m'alerte le plus, c'est ce que me disent beaucoup de policiers et de gendarmes sur les interventions qu'ils font dans les jeunes couples, les très jeunes couples de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, et qui passent beaucoup par l'emprise sur à qui tu as le droit de parler, qu'est-ce que tu as le droit de publier sur les réseaux sociaux, je veux tes codes, par exemple, parce que je veux savoir à qui tu parles, et je veux savoir à qui t'écris en privé. En fait, tout ça, c'est déjà du domaine de l'interdit. En fait, personne ne doit avoir le contrôle sur l'autre. C'est pas ça une relation saine dans un couple. L'idée n'est pas de juger les relations, les rapports amoureux ou d'en changer la nature. C'est juste de remettre des rapports d'égalité, de respect et de dignité au sein du couple. Qu'est-ce qu'ils répondent, les policiers, à des adolescents quand ils voient ce genre de phénomène, d'après vous ? Déjà, les victimes elles-mêmes ne mesurent pas ce qui est parfois ce qui est en train de se passer. Ils font beaucoup d'interventions en milieu scolaire et parfois ils essayent de faire d'abord une première intervention auprès des filles, une deuxième auprès des garçons et puis après de réunir parce qu'on ne dit pas forcément la même chose, d'autant plus quand parfois on a eu des situations compliquées à gérer ou dans sa famille. Et on n'a pas envie de les révéler évidemment à tout le monde. Et déjà, c'est que les jeunes filles doivent prendre la mesure du caractère anormal que ça revêt. Non, c'est pas normal qu'à 13 ans ou à 14 ans, parce qu'on a un compte sur TikTok, son petit copain demande à avoir les mots de passe pour surveiller, pour contrôler, pour vérifier qu'on ne parle pas à un autre garçon. Ça, c'est déjà un sujet. Et c'est anormal de le demander, considérant donc que l'autre, la petite copine, c'est en fait sa propriété. Et ensuite, malheureusement, il y a d'autres types de violences qui peuvent naître. Donc, dès le début, il faut tout de suite poser les bons termes. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a souvent l'impression que la responsabilité repose sur les adolescentes ou les femmes. Et on entend assez peu, finalement, qu'il faut aussi peut-être éduquer les garçons ou les hommes. Mais c'est d'abord eux qu'il faut éduquer, je pense. Je pense qu'on ne peut pas, moi je suis maman d'une petite fille, mais on ne peut pas en permanence dire que la responsabilité elle repose que sur les filles ou sur les femmes. On ne peut pas expliquer à nos enfants, à nos filles, qu'il faut qu'elles apprennent à se méfier, qu'il faut qu'elles apprennent à avoir peur ou qu'il faut qu'elles apprennent le self-défense. Moi, je ne veux pas qu'elles grandissent dans ce monde-là. Je veux qu'on apprenne à nos garçons comme à nos filles à se respecter.
à être respecté par les autres et à respecter les autres. C'est ça, en fait. Et concrètement, vous avez l'impression qu'on y arrive aujourd'hui ? Il y a deux choses. Il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui régressent. Ce qui régresse, et on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est que malheureusement, on pensait que c'était un mouvement un peu naturel et que de génération en génération, ça pourrait être que mieux. C'est pas vrai, c'est pas un mouvement naturel. Et c'est pas parce qu'on passe d'une génération à l'autre que malheureusement on progresse. Et on le voit, regardez les phénomènes sur les réseaux sociaux, regardez les discours masculinistes. Il faut pas prendre ces sujets-là à la légère. C'est pas à prendre à la légère parce que ça infuse dans le cerveau de nos enfants et de nos adolescents des manières de penser le monde, des manières de penser l'autre, des manières de penser le couple qui sont tout sauf égalitaires. Alors qu'en fait, c'est ça que nous, on veut réussir à mettre en place. Et il y a des choses qui progressent. L'éducation à la vie affective, relationnelle, à la sexualité. Moi, je me suis beaucoup battue pour que ça puisse exister dans tous les établissements scolaires. C'est maintenant dans les programmes scolaires, de la maternelle jusqu'au lycée, avec évidemment des variétés suivant l'âge des enfants. La sexualité à un enfant de 3 ans, on n'apprend pas les rapports sexuels à des enfants sur l'empathie, les émotions. On apprend les émotions, on apprend l'empathie, on apprend aussi à prévenir la question des violences sexuelles faites aux enfants, parce qu'un enfant de 3 ans, de 5 ans, de 6 ans peut vivre des choses terribles dans son environnement proche, mais si aucun adulte à un moment ne lui dit que ce qu'il vit est anormal, il n'est pas en mesure de le savoir. La normalité, c'est ce qu'on vit chez soi. Et si chez soi, la normalité, c'est la violence, si chez soi, la normalité, c'est l'abus, comment un enfant peut-il arriver à le distinguer ? Il faut que ce soit des adultes qui, à un moment, lui disent, le verbalisent et l'aident à prendre conscience. Et il faut aussi, et ça c'est un autre choix de bataille sur la question de la formation, comment on forme mieux à la détection, à la prévention des abus faits aux enfants, parce que les enfants, ils ne vont pas évidemment verbaliser de la même manière à 3 ans, à 5 ans ou à 10 ans. Mais les enfants, ils disent toujours quelque chose. Ils le disent sur des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, ils le disent quand ils vont refaire pipi au lit, ils le disent de plein de manières, d'expressions différentes d'un adulte, évidemment. Sauf qu'encore faut-il déceler et comprendre les signaux que nos propres enfants nous envoient. Si on n'a pas été formé à ça, on ne peut pas, même en tant que parent, arriver à le comprendre. Donc il faut que toute la société soit beaucoup plus attentive à ces signaux-là et à minima que tous ceux qui sont au contact des jeunes enfants soient formés pour bien détecter, pour bien prévenir et pour révéler des cas quand malheureusement il y a un certain nombre de cas. Vous êtes mère d'une petite fille, vous avez l'impression que vous arrivez à lui transmettre tous ces messages ou ça vous semble parfois difficile ? Réussir, je ne sais pas. En tout cas, j'essaye. C'est-à-dire que moi, je baigne dans le meilleur et dans le pire de la société. Le meilleur, c'est ce monsieur qu'on voit et qui a tout fait pour essayer de sauver une femme et qui s'est démené et qui vraisemblablement en est sorti marqué sans doute à vie aussi. Ça, c'est le meilleur de la société, l'engagement. Et le pire, c'est évidemment la question des violences et le traitement qui est réservé à trop de femmes et à trop d'enfants. Donc, moi, il y a des choses, par exemple, que je m'interdis de faire. Très tôt, je lui ai appris à se laver toute seule, à être autonome. Je ne touche pas ses parties intimes parce que je considère que ça lui appartient et qu'à partir du moment où elle a été suffisamment autonome pour le faire, je suis à côté d'elle pour des raisons de sécurité, mais elle fait. Je ne dis pas que c'est la bonne chose à faire. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Dans son rapport au corps. Son rapport au corps, et puis pour essayer de lui dire des choses, sans dramatiser et en employant des mots à hauteur d'enfant. Il y a beaucoup de livres maintenant qui existent et qui sont faits par des pédopsychiatres, par des gens qui savent parler aux enfants pour expliquer. L'idée, c'est pas non plus d'être totalement obsessionnel à tel point qu'en fait vous en dormez plus et que vous vous dites que forcément il va se passer des choses terribles et que vos enfants vont vivre des choses terribles, mais c'est juste être lucide sur le niveau de violence qui malheureusement existe dans la société et sur comment vous pouvez prévenir, détecter et garantir que votre enfant, vous allez espérer et tout faire en tout cas pour qu'il puisse être en sécurité. On sent beaucoup de volontarisme dans vos propos, Aurore Berger, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas pour vous un sujet d'argent ? Vous le disiez tout à l'heure, le budget sur les violences faites aux femmes a beaucoup augmenté. Je ressortais les chiffres pour préparer cette interview. Le montant du budget de l'État en 2017 sur les violences faites aux femmes, c'était à l'époque 29 millions en 2017. Aujourd'hui, c'est 94 millions. Donc ça a quasiment été augmenté par 4, mais les associations, elles les réclament 1 milliard d'euros. Est-ce que vous dites qu'on ne pourrait pas réussir à faire cet effort financier pour les femmes ? Ça dépend, alors ça dépend déjà de ce qu'on mesure, en fait, quand on parle des moyens et quand on compare avec d'autres pays. Si on prend l'intégralité de ce qui est investi par l'État chaque année sur des politiques d'égalité, de lutte contre les violences, que ce soit formation des policiers, des gendarmes, des magistrats, que ce soit les maisons de santé des femmes, les centres du psychotrauma, les téléphones grave danger, les bracelets anti-rapprochement, les centres d'hébergement d'urgence, les accueils de jour, tout ça, c'est près de 6 milliards d'euros. Donc si on mélange un peu les budgets, qu'on prend un peu dans la justice, oui, parce un que peu dans la santé, mon budget, un peu dans la police. C'est pas que mon budget.
le ministère de l'égalité n'est pas le seul budget, évidemment, qui contribue. C'est le ministère du Logement qui finance la question de l'hébergement d'urgence et les 11 000 places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. C'est le ministère de la Santé qui finance les centres de psychotrauma pour accompagner ensuite les victimes dans leur réparation. Et donc, tous ces budgets-là, évidemment, ils s'additionnent les uns aux autres. Et en effet, ça fait près de 6 milliards d'euros chaque année et qui, là aussi, sont vérifiables sur le terrain, territoire par territoire, ligne budgétaire par ligne budgétaire. Alors, évidemment qu'on pourrait peut-être encore faire plus et encore faire mieux. Ça, c'est certain. Puisque la question, c'est surtout à un moment, moi, j'espère qu'on ait moins besoin de mon ministère et moins besoin de l'argent de mon ministère. Ça veut dire qu'on aurait moins de violence aussi. On n'y est pas encore. Le nombre de féminicides n'a jamais été aussi élevé. Malheureusement pas aujourd'hui. Donc peut-être qu'il faut encore augmenter les moyens. Et les moyens, ils ont augmenté. Quand on a créé, il y a moins de 2 ans, l'aide universelle d'urgence, c'est un nouveau droit, une nouvelle protection qu'on a créée pour les femmes. L'aide universelle d'urgence, pour celles et ceux qui ne savent pas, ça a donc été créé il y a 2 ans. Ça permet à des femmes qui sont en situation d'urgence de toucher une certaine somme. Ça commence à 227 € et en fait, c'est calculé en fonction de votre revenu. Si vous êtes par exemple une personne au SMIC avec 3 enfants mineurs, ça peut aller autour de 1 300 €. Oui, ça dépend du nombre d'enfants que vous avez à charge notamment et c'est une aide financière d'urgence, c'est-à-dire que quand vous partez comme vous pouvez avec ce que vous avez. Parfois, vous n'avez même plus un compte bancaire, vous ne pouvez plus vous payer un billet de train, etc. Donc, c'est paré à l'urgence. Et donc, ça, c'est les CAF ou la MSA qui peuvent le mettre en place. Des départements. Dans les CAF, ça dépend de l'État. Mais c'est après dans chaque département. Et c'est l'État, évidemment, qui finance à 100%. C'est délivré entre 1 à 3 jours. Donc, quand on a voulu faire ça, c'est-à-dire qu'on a su faire et on a su faire très vite. Ça a été voté. C'est mis en application, 63 000 femmes en ont bénéficié et aujourd'hui c'est financé sur l'argent du ministère, mais on n'a pas pris aux associations pour financer l'aide d'urgence. On a augmenté les moyens du ministère pour financer l'aide universelle d'urgence. Pourquoi vous avez l'impression, vous me dites on fait beaucoup d'efforts, au total c'est 6 milliards, vous reconnaissez que c'est peut-être pas assez mais que c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on faisait à une époque. Pourquoi les associations sont toujours aussi défaitistes et souvent un petit peu déçues de l'action du gouvernement? Je ne pense pas qu'elles soient défaitistes, je pense qu'elles sont dans des rôles un peu de lanceurs d'alerte et que chacun est dans son rôle. Leur rôle, ce n'est pas les politiques publiques, leur rôle, c'est comment on accompagne au quotidien des femmes victimes de violences. Et ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où il y a de plus en plus de révélations de cas, où il y a de plus en plus de témoins qui signalent, où il y a de plus en plus de femmes qui sont prêtes et se sentent prêtes à porter plainte, il y a sans doute aussi plus d'accompagnement qui a été nécessaire. Elles ont vu plus de victimes venir parce qu'il y a quelque chose quand même qui s'est passé sur la capacité qu'on avait à accueillir les victimes, à les accompagner et à les soutenir. Donc c'est normal en fait, chacun est dans son rôle. Donc elle voit ce qu'elle pourrait faire de plus sans doute avec encore plus de moyens. Et moi je suis aussi dans un rôle de responsabilité où à un moment il faut tenir aussi un équilibre global. Il fait que oui, moi, mon budget en 2026, il augmente quand même. D'ailleurs, c'est sans doute le seul budget que le ministère des Armées qui augmente. Et tout ce qui est financé par d'autres ministères dans le champ de l'égalité et de la lutte contre les violences ne baisse pas. Donc ça, c'est quand même extrêmement, extrêmement important. Je sais qu'elles ont des alertes en fonction aussi des collectivités locales. Donc c'est là aussi, parfois, il peut y avoir des écarts. Parfois, la même association, en fonction du département où elle a plus ou moins. Pas les mêmes subventions. Parce qu'il y a des collectivités qui font plus, il y a des collectivités qu'elles ne peuvent pas faire parce qu'elles n'ont pas les moyens budgétaires de faire, ce qui est vrai pour certaines. Donc c'est avec ça qu'en permanence, on doit composer. Il y a aussi de la frustration parce qu'on a souvent l'impression que des choses sont annoncées et ne sont mises en place que parfois 1 an après. Je pense par exemple à la question de la soumission chimique qui a été connue du grand public à l'occasion des viols de Mazan et de Gisèle Pelicot. La question que j'ai, il y avait un grand plan qui avait été annoncé en novembre dernier qui n'a pas encore été déployé. Vous devriez le déployer a priori au premier trimestre 2026. On a l'impression que il y a toujours souvent un retard à l'allumage sur ces sujets-là. Est-ce que vous comprenez que parfois on puisse se dire beaucoup d'annonces sont faites et sur le terrain il ne se passe pas grand-chose? Est-ce que cette frustration, parfois vous la partagez là? On aura mis quasiment 1 an et demi à déployer ce plan. Parfois, j'aimerais aller plus vite. Ça tenait qu'à moi, peut-être qu'il y a des choses qui iraient plus vite. Après, sur la question de la soumission chimique, moi, j'ai eu le rapport de Sandrine Josso, donc députée, et Véronique Guillotin, sénatrice, au printemps. Nous, ce sur quoi on s'était engagé, c'est qu'il y ait une grande campagne, parce que c'était une de leurs principales préconisations, qu'il y ait une grande campagne de sensibilisation sur ce qu'est la soumission chimique. Pour faire connaître ce phénomène. Parce que là encore, on a beaucoup de stéréotypes. Quand vous parlez aux Français de soumission chimique, alors, le terme commence à être un petit peu connu, mais en gros, on se dit, c'est la mauvaise rencontre dans un bar, dans une boîte de nuit, avec un inconnu. La soumission chimique, comme la plupart des sujets de violence et de violence sexuelle, c'est pas des inconnus.
Et ce n'est pas la mauvaise rencontre. Donc ça, on va le faire, c'est-à-dire que nous, on a fait en sorte que les budgets soient sacralisés pour garantir qu'on ait une grande campagne dédiée sur ce qu'est la soumission chimique, pour qu'il y ait une grande campagne de mobilisation et d'alerte qui puisse être portée, pour se dire non, ce n'est pas que ceux qui font la fête, ce n'est pas que les jeunes, ça peut être partout. Et on le fait en lien avec Caroline Darian et David Pellicot de l'association Mandorpa, qui sont les enfants de Gisèle Pellicot, qui ont monté cette association, qu'on finance d'ailleurs, par exemple, pour la première fois par mon ministère cette année, puisqu'avant l'association, de facto, n'existait pas. Donc c'est la raison pour laquelle c'est la première fois qu'elle est financée. Et évidemment, elle le sera dans la durée. La ministre de la Santé a avancé aussi sur la question du remboursement, vous le savez, des tests qui peuvent être faits en cas de soumission chimique. Donc tout ça, ça y est, là, ça va rentrer vraiment en vigueur. Donc je sais bien que ça paraît toujours un peu trop long, mais parfois il y a des choses qui sont aussi d'ordre législatif. Donc il faut un vote à l'Assemblée, il faut un vote au Sénat, il faut garantir que voilà, ils aient voté la même chose au même. Enfin, donc on a ces contraintes-là qui parfois sont d'ordre législatif, d'ordre normatif, de consultation. Donc oui, s'il y a un peu de frustration, parfois je peux la partager parce que j'aimerais qu'il y ait des choses qui aillent plus vite. Un peu de frustration aussi, un peu d'espoir, on l'entend dans vos propos. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'être venue avec nous. On le rappelle, vous disiez tout à l'heure le 3919 qui est le numéro d'urgence pour les femmes. Non, pardon, c'est pas le numéro d'urgence. Allez-y, je vous en prie. Pardon, le 3919, c'est le numéro pour toutes les victimes ou tous les témoins en cas de violence, mais c'est pas un numéro d'urgence. Le seul numéro d'urgence, c'est le 17. Alors on précise, vous pouvez appeler le 17 en cas d'urgence. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez appeler le 3919. Vous avez raison, c'est important d'être précise. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'être venue à nous. On vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de BFM TV. À très bientôt.